Bonsoir à tous. C'est toujours un bonheur pour nous de vous retrouver sur Live TV, la télé sans filtre. On espère que vous passez d'excellentes vacances en notre compagnie. Si vous nous regardez, vous êtes sur les canaux 206 Bouquet Canal+, numéro 6 TNT, et vous faites bien. Le talk sur Live TV, la télé sans filtre avec l'équipe. Et un nouveau venu dans cette équipe, Isabelle Vauvor est toujours en place. Salut Isa. Salut Eric, bonsoir à la team. Ah, même truc que tu faisais les vacances dernières. Pourquoi tu Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, mais il faut changer. Faut changer. Ouais, voilà. D'accord. C'est le coup de la dame de compagnie. Ah, d'accord. Herman Abois. Ouais. Très bien. Jessica est revenue dans l'équipe. Bonsoir à tous, bonsoir chez vous. Tu nous avais manqué hier. Et nouveau venu, c'est bien Tawan Eton. Salutations. Politologue de son état, il est avec nous pour décrypter l'actualité politique et toute l'actualité dans le monde et même ici, en Côte d'Ivoire. Bienvenue sur notre plateau. Merci. D'accord, on va apprécier tout ce que tu vas nous dire, très certainement, parce que nous démarrons avec le fait du jour. On y va. Bienvenue. Vous êtes sur Live TV, la télé sans filtre, vous faites bien. Je vous rappelle le fait du jour. Dans le cadre des inspections annuelles du ministère de la Justice, 58 dossiers à l'encontre des juristes ont été déposés devant le Conseil de discipline dans l'administration publique ivoirienne. Entre autres dossiers, 15 dossiers concernant les magistrats, vous avez entendu les magistrats, ont été instruits. Et sur les 15, 8 propositions de saisine ont été faites, les amis. Quels sont vos avis sur cette affaire? Bon, déjà, je dis que c'est une bonne chose pour commencer. Cela prouve qu'au moins les hommes de loi ne sont pas véritablement au-dessus de la loi. Donc, c'est bien. En même temps, je veux préciser que ces affaires s'inscrivent dans un cadre disciplinaire. Ce sont des plaintes des populations. Donc, on a tenu compte des plaintes des populations et donc il y a eu des saisines. Mais quand on voit les dossiers qui ont été instruits et la poursuite de l'affaire, ce sont des dossiers qui sont proposés pour des saisines à des conseils de discipline. On n'est pas encore au niveau de sanctions. Et puis, quand bien même il y aura sanctions, ce sont des sanctions dans un cadre disciplinaire. Je pense qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux? Oui, moi je crois que c'est très bien, c'est à saluer. C'est bien de voir que toutes les autorités mettent tout en œuvre pour réconcilier les Ivoiriens et leur justice. D'accord. Donc c'est très bien, mais moi je reste outrée, je reste choquée de voir que dans la liste, les personnes épinglées figurent parmi eux les magistrats. C'est quand même eux les garants de la loi. À quel moment vous permettez d'avoir des écarts de comportement? Ben non. On va vous sanctionner. C'est vrai que ça reste des sanctions disciplinaires, mais on espère que ce sera bien correctif, quoi, tout simplement. D'accord. L'avis d'Isabelle Vauvor nous intéresse. Oui, alors en fait, moi je salue déjà ce qui a été fait. Il faut dire aussi que depuis quelques années déjà, l'État se dote d'instruments pour pouvoir contrôler en tout cas les cas de corruption. On a le ministère de la lutte pour la bonne gouvernance, on a comment dirais-je, la haute autorité de la bonne gouvernance, on a la Cour des comptes, etc. Donc moi, je pense que c'est vraiment à saluer. Mais non, bon, c'est dommage en fait que ce soit des juristes, des magistrats, voilà, des hommes de loi qui soient épinglés sur ce cas de figure-là, parce que ce sont eux qui sont censés en fait réguler la loi et gérer en tout cas les cas de litige quand on est confronté à cela. Donc, la question qui me trottine dans la tête, c'est bien que pourrait-on reprocher à un homme de loi qui s'est mis donc faire la loi? Mais bon, Neton, ton avis sur la question? Alors le professeur Vaudier, dont on salue la mémoire, qui peut reposer un peu pour avoir accompli, je vais dire vraiment son travail, a dit le juriste, un homme de droit, doit être droit. C'est clair. C'est une belle formule. Parce que vous comprenez que si le juriste, qui, on va dire, est un peu comme la vitrine de la société, s'autorise tout, là, on va à volo. Et donc, alors je pense que c'est aussi un bon message que le ministère de la Justice renvoie à la société pour dire attention, ils savent qu'ils sont magistrats, mais ils ne sont pas au-dessus de la loi. Nul ne doit être au-dessus de la loi. Après, nous ne les condamnons pas vite. D'accord. Voilà. Parce que c'est une procédure qui Ils ne sont pas passés encore devant le conseil de discipline, ils vont y faire un tour. Ils bénéficient de la présomption d'innocence. C'est clair. C'est clair que pourrait-on leur reprocher? Mais
Je On va voir dans le pense dossier. On va voir dans le dossier, mais le principe qu'on puisse au moins inspecter le travail est à saluer. je pense qu'il y a des magistrats dont on doute souvent de la décision finale, le verdict, je dirais pas, en fait, la décision finale dans un procès. Donc, il y a ces cas-là. Mais moi, je pense que pour les justiciables, lorsqu'ils commettent des crimes, des infractions, on leur réserve des sanctions pénales. Mais quand il s'agit de ceux qui sont chargés de gérer la loi, faire en sorte qu'on respecte la loi, eux, ce sont des sanctions disciplinaires. Bon, quand je regarde, par exemple, le blâme, la suspension, la destitution de leurs fonctions respectives, et à aucun moment on souligne que ceux-là, pour ce qu'ils ont fait qui n'est pas correct, soient écroués. Bon, ça, c'est aussi une question. C'est comme si les hommes de loi se protègent entre eux. À eux, ce sont des questions. Alors, c'est que les sanctions prévues ne sont pas très corsées, c'est ça? Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il est en train de dire. C'est mon avis. Non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il est en train de dire parce que ça relève en fait de quelque chose de subjectif. Parce qu'il y a déjà eu des cas où il y a certaines personnes qui ont été écrouées, il y a des sanctions qui ont été faites. Donc, tu ne peux pas venir dire sur un plateau télé que oui, ils sont en train de se protéger entre eux et qu'il n'y aura rien. Non, là, je suis pas d'accord. Je parle des sanctions qui sont prévues dans le cas de cette procédure. Dans le cas disciplinaire, il y a des sanctions, mais c'est sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales. Mais en même temps, on a déjà vu, c'est bien beau, hein, c'est vrai que quand on regarde ce qu'il y a eu dernièrement, le dossier dans dans le secteur médical où des hommes de la santé des acteurs de la santé ont été épinglés. Quand on voit le dossier sur la fraude de la nationalité et sur le passeport et autres. Donc, il y a un travail qui est fait de bonne gouvernance. Mais souvent aussi, il y a que ces personnes-là ne sont pas forcément poursuivies par la suite. Est-ce que vous pensez que dans la lutte contre la corruption, il y a deux poids deux mesures? Est-ce que c'est ce que Herman essaie de nous dire? Il n'y a pas de justice. Dans ce cas de figure, n'oublions pas qu'on ne connaît pas le contenu du dossier. Donc, on ne connaît pas réellement les faits qui leur sont reprochés. Alors que les exemples qu'il donne, par exemple, on sait effectivement qu'il y a eu trafic de vente de vaccins. Là, c'est pénal. Mais à ce moment-là, c'est vrai qu'on a le chiffre. On sait qu'il y a 15 dossiers instruits sur 8 propositions de saisie, ont été adressées, machin. Mais on ne connaît pas le contenu du dossier, donc on ne peut pas se dire est-ce qu'ils vont avoir des sanctions pénales. Les sanctions sont déjà prévues. Voilà. Les sanctions sont déjà prévues, n'est-ce pas? Mais pourquoi alors on n'attend pas que, lorsque la saisine est au conseil de discipline, on ne vient pas nous faire la communication sur la décision après le conseil de discipline et déjà, juste la saisine du conseil de discipline, on vient informer la population là-dessus. C'est une question. Moi, je pense que la communication peut se faire à tous les niveaux. Voilà. Si le ministère attend et qu'après, ex post, on a juste la décision qui est prise, d'aucuns pourront dire mais ça a commencé quand la procédure. Donc c'est déjà bon, c'est aussi une volonté de clarté que de commencer la procédure, d'informer. Et puis bien entendu, je pense que cette procédure, elle sera peut-être longue, mais elle est enclenchée. Et sûrement à la fin de la procédure, le ministère, par voie de communiqué encore, reviendra pour nous dire ce qu'il en est. Et peut-être que les sanctions seront corsées. Hein. Je pense qu'en matière de justice, on prévoit toujours pour dire qu'il risquerait tel nombre d'années de prison. Alors, je pense que c'est dans ce cadre qu'on a énoncé les éventuelles punitions derrière ces différents actes. Exactement. Et moi, je tiens quand même à souligner, en fait, parce que sur les 58 dossiers qui ont été épinglés, il y en a 40, en fait, qui concernent les services pénitentiaires. Donc, ça relève aussi du milieu carcéral. Il faut savoir, en fait, ce qui se passe. Il y a beaucoup, en fait, de dérives qui s'y passent. Donc, moi, je pense qu'il faut assainir, en tout cas, l'environnement à ce niveau-là. La Côte d'Ivoire est vraiment lancée, hein, le gouvernement, donc, dans toutes ces instances, dans toutes ces articulations. C'est la bonne gouvernance. C'est la bonne gouvernance. Le message, c'est que tous les secteurs sont concernés. Absolument. Voilà, y compris, et là, dans le domaine judiciaire. Et c'est un bon message. Franchement, c'est un message bon fort. message. Voilà, alors, il y a effectivement à souhaiter que la procédure soit rigoureuse. Parce que ce n'est pas parce que peut-être on veut s'engager ou on veut montrer l'image d'être engagé dans la bonne gouvernance qu'il faut tout de suite les lapider. Il faut évacuer le dossier de façon, on va dire, rapide. Donc il faut, c'est clair, se féliciter de ce que ça existe là, mais bien sûr souhaiter que ce soit une procédure rigoureuse, qui soit bien conduite jusqu'à la fin, de sorte que
bien sûr, il peut y avoir la possibilité de faire des recours, mais que tout soit fait en respectant aussi, bien sûr, les droits des mises en différentes cause. personnes en présence. D'accord. Est-ce qu'il y a eu déjà des cas de magistrats en Côte d'Ivoire fautifs et emprisonnés? Mais on n'en je connaît pense que oui, c'est pas inédit, c'est rare. sauf que la communication là, cette fois-ci est faite, ce qui fait qu'on peut en débattre On peut en en débattre. public. Mais c'est pas la première fois. Oui, même quand on peine à savoir, donner un seul exemple de magistrat épinglé. Moi, j'attends bien de voir la suite que la saisine des différents conseils de discipline, des autorités de régulation de ces corps-là. Non, mais va en donner. fait- Assez pessimiste quand même hein, sur la question. Oui, mais faut pas tout de suite, faut pas tout de hein. suite, en fait, j'ai envie de dire clouer au Leur pilotis lancer et- la pierre pour Voilà, leur pouvoir lancer la systématiquement pierre, les en fait. condamner. Voilà. C'est-à-dire que si tu vas avoir des informations sur un service spécifique, tu vas à l'information. L'information n'est pas obligée de venir à toi. Tu vas directement à l'information. Tu es un journaliste. Donc, tu fais tes recherches et puis tu auras donc les résultats de tes enquêtes. Mais Mais tu en vas même pas temps, c'est venir une, dire oui, que... c'est une démarche nouvelle. On a eu une première communication, des informations intéressantes. On aura aussi, peut-être, on croise les doigts je pour pense avoir que- la suite Je pense qu'il ne des faut pas aller enquêtes. vite en besogne. Voilà. Hein. Déjà, Notre souhait déjà n'est pas qu'on les foute en taule. Je rappelais Une façon de juste parler, que- c'est non, pas on a notre eu- souhait. après, on se dit- c'est une procédure Ils sont juste, coupables, voilà. disciplinaire, donc elle n'est pas pénale. Je rappelais Voilà, juste disciplinaire. qu'il y a eu des cas. Je Merci, la rappelais cloche. juste qu'il y a eu des cas ici où on a bien fait cette communication-là et puis par la suite, on n'a rien vu. Donc on espère que cette fois-ci, donne des exemples, comme vous êtes par en train de exemple. Donne des jouer exemples. les avocats de ces personnes qui sont Mais il y a dessus aussi, ces il y a dossiers-là. aussi des cas où on a eu la communication et puis c'est bien terminé aussi. Mais c'est Je pense c'est qu'il pourquoi faut rester serein, oui, faire confiance. on reste serein, donc on observe. voilà. Non, moi, je suis un peu perdue. Aux Vous dites qu'il y a eu institutions. des cas, mais vous ne donnez pas d'exemples factuels, en D'accord. fait, pour qu'on puisse Merci en à tous, débattre. Non, hein. On c'est- va rappeler, c'est chers parce qu'on amis, ne sur veut ce pas plateau. dépasser le débat. On déplace pas le dans débat, on cadre reste dans judiciaire, le débat, et puis attention. voilà. Il faut arriver à ne pas parler ensemble pour qu'on puisse nous entendre parfaitement donc, au petit écran. Hein. On va évoluer dans notre émission. Hein. Voilà. On va fermer ce sujet-là. On D'accord. espère que la justice va suivre son cours et puis que derrière, les fautifs, s'il y en a, seront donc punis comme à leur juste mérite. Hein. Voilà. Sinon, s'il n'y a pas d'accusés, s'ils ne sont pas, je veux dire, coupables, comme Neton l'a dit, il faut pouvoir respecter leurs droits. Tout à fait. Deuxième partie de cette émission, ça fait l'actu, on y va tout de suite. Et il y a rebondissement donc, dans l'affaire Niger versus CEDEAO, c'est le cas de le dire. Le Mali, le Burkina et la Guinée, donc trois pays qui ont connu la même situation, même pratiquement, donc prennent position, qui sont dirigés donc, par des militaires, prennent position donc, pour le Niger et menacent. Quelles sont leurs capacités pour prétendre se mesurer face à une force envoyée par la CEDEAO? On ne sait pas. Hein. Quelle est votre lecture, les lectures que vous faites de cette situation? Moi, je pense que quand je vois la CEDEAO qui est en train de se positionner militairement avec des ultimatums et autres, on a l'impression qu'il est plutôt urgent pour ces pays de la CEDEAO-là, et certainement pour les puissances qui ont sanctionné, enfin qui ont prévu des mesures, de s'opposer entre eux que de réagir fermement à la question qui préoccupe, la montée de la violence, l'avancement des djihadistes. Pourquoi est-ce que la CEDEAO, qui se retrouve aujourd'hui très forte pour lancer un assaut militaire pour établir un ordre constitutionnel, n'a pas été ferme quand il s'agissait de rassembler une force militaire pour aller bouter le djihadisme dans cette zone? C'est la question que je me pose. La réaction de Tawa face à... J'ai écouté en d'autres endroits cet argument. Mais non, ce n'est pas juste de penser que la CEDEAO est restée, on va dire, inerte, sans rien faire contre le terrorisme. En respectant la mémoire de ces soldats ivoiriens qui sont morts au Mali, c'est après que la MINUSMA est venue, mais la CEDEAO a envoyé les premières troupes au Mali pour aider l'État malien. Mais il y a aussi le G5 Sahel, qui est quand même une organisation, on va dire, sous-régionale, donc qui témoigne de la coalition de la région pour faire face au terrorisme. Non, la CEDEAO n'est pas restée les bras croisés. Et puis en plus, on ne va pas demander à la CEDEAO de faire d'abord le terrorisme avant de s'occuper des questions constitutionnelles.
Non, c'est deux questions qui peuvent être résolues peut-être simultanément, mais il urge quand même, à un moment donné, pour la CEDEAO, de respecter ses principes. Mais je veux rappeler à M. Tawa, à M. Nathan, que l'exemple du G5 Sahel qu'il a pris tout à l'heure, aujourd'hui, on constate que le G5 Sahel est un G2 Sahel, parce que 3 membres ne sont plus dans... Oui, on d'accord, peut le dire. mais l'idée, au moins, c'est qu'il y a eu cette volonté de départ-là des États de vouloir s'unir et de participer Oui, à la mais lutte contre le moi je terrorisme. dis toujours que, quoique condamnable, le coup d'État s'appuie sur des arguments factuels, des prétextes factuels. La question Oui. du djihadisme et la question sanitaire, la question de l'environnemental. Vous y êtes là? Dans la production, oui. Vous êtes là? Vous êtes... Ah non, attendez. En fait, Prenons, parce que c'est ce qui est actuel, prenons le cas du Niger. Qu'est-ce qu'on reproche fondamentalement au président Bazoum? Moi, je pense que la situation sécuritaire, pour ne pas Vous être... posez la question aux putschistes. Oui, mais comme vous savez Sur l'actualité, ce qu'ils il nous ont disent. dénoncé quand même. Comment vous savez ce qu'ils nous disent? Ce qui Ils- On n'est pas est tous ensemble. reproché, Voilà. Allez-y. c'est la mauvaise gouvernance de la question sécuritaire au Niger. Mais quoi qu'il en soit, la CEDEAO, c'est 15 pays de l'Afrique de l'Ouest qui se sont mis ensemble donc, pour une certaine intégration monétaire, mais pas que. Il y a aussi le maintien de la paix. Et dans ce sens, parce qu'il y a le maintien de la paix, elle est en droit de faire des déclarations comme elle l'a fait. Et en plus, elle a été soutenue par Paris et Washington. Moi, la question que je me pose, c'est que dans cette guéguerre qui est en train de se passer en Afrique de l'Ouest, on a l'impression que c'est une guerre intermédiaire entre, par exemple, les Occidents, donc Paris et Washington, et possiblement Moscou. Voilà. Moi, je... Qui soutiendrait, qui pourrait lecture. soutenir donc les 3 pays comme la Guinée, le Burkina Faso et le Mali. Jessica? La lecture que moi je fais de la situation, c'est-à-dire c'est le rebondissement de ce jour qui est quand même très inédit, de voir que le Burkina, le Mali et la Guinée décident de se mettre ensemble pour avertir la CEDEAO sous même menace de guerre. Moi, la lecture que je fais, c'est de voir que c'est déjà 3 pays qui sont dirigés par des militaires. Et ils veulent à tout prix éviter d'aller aux négociations pour avoir des élections. Donc, pour Dans le accéder pays. au pouvoir dans les pays. pays cités, pour accéder au pouvoir par la démocratie. Et moi, c'est des militaires qui sont avides de pouvoir. Au Niger, par exemple, on sait que c'est le chef de la garde présidentielle même qui a orchestré ce coup d'État-là. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. On est soi-même ivoirien, c'est vraiment arrêtons de se prêter des bonnes intentions alors qu'on vient juste là pour s'enrichir et Oui, bien on fait sûr, et je suis croire d'accord. qu'on Je défend suis d'accord, attendez. l'Afrique, quoi. Le rôle du militaire, c'est de défendre l'État. Mais quand vous dites qu'il y a des problèmes sécuritaires, mais le président, il donne des instructions. Qui sont ceux qui les appliquent sur le terrain? Ce sont les militaires. Et le président, il a le conseil militaire. Donc, quand il donne des instructions et que sur le terrain, il y a des difficultés, ce qu'il a fait, c'est peut-être revoir les stratégies en la matière, mais ce n'est pas de revenir au palais. Et quand vous êtes au palais, qui va sur le Qui est front? en caserne? Mais Qui est au front? Qui va sur le front? il faut Voilà. regarder aussi les conséquences. Allez-y. Les finalement. conséquences, les conséquences de cette initiative militaire au Niger, il faut regarder cela. À côté du fait que ça peut créer l'escalade de la violence dans la sous-région, toute confrontation au Niger aura des conséquences graves sur Absolument. l'ensemble des pays de la sous-région. Il faut qu'on retienne cela. Et en Quelles même pourraient être ses conséquences? ces conséquences, aujourd'hui, on a un effet de contamination des putschs et autres. Il y a en même temps la question de la présence des forces étrangères auprès de ces pays-là. Parce que je rappelle tout juste là, peut-être qu'on ne fait pas attention. Lorsqu'on a vu les relations bilatérales lors du sommet Russie-Afrique, lors de la rencontre bilatérale entre le Burkina Faso et la Russie, on a vu que le chef de l'État burkinabé a carrément plaidé. Mais aujourd'hui, lorsque les 3 là, se mettent enfin, plus ou moins tiennent un discours en réaction militaire en commun, ça veut dire qu'on peut se demander sur quoi ils comptent. Mais on peut regarder... Bonne question. Sur quoi compte-t-il? Sur quoi il compte? Pourrait-il compter? Non, mais déjà en interne, ils sont confrontés à des attaques terroristes. Eux-mêmes, ils ne sont pas suffisamment autonomes, Outillés. voilà, outillés. Donc, aller s'enliser en fait dans une guerre contre la CEDEAO, enfin, moi, sur quoi ils comptent, j'ai envie de dire peut-être sur la Russie. D'accord. Écoutez, moi, peut-être la Russie, la question de la Russie, moi, je pourrais l'évoquer plus tard, mais il ne fallait pas peut-être attendre moins d'eux
En réalité, ils sont dans, on va dire, dans un combat pour eux-mêmes. Pour eux, plus ils sont nombreux dans leur situation, mieux c'est. Mais je crois que la CEDEAO est dans son rôle. Ce serait peut-être difficile parce Ce que tu essaies de dire, c'est que les deux présidents Oui. qui sont là en ce moment, les deux présidents qui ont fait des putschs, Oui. les trois plutôt. Les trois, oui. Ok, Oui. Ils veulent juste agrandir leur sexe, c'est tout. D'accord. Sinon, ils ne travaillent Est-ce pas. que ça ne pourrait pas, ça ne va pas encourager, hein, je retrouve mes mots, d'autres Voilà. faits pareils En fait, Voici c'est le une message, stratégie, voici en le fait. message qu'ils envoient. C'est clair que la déclaration qu'ils font met la pression sur la CEDEAO, met la CEDEAO en difficulté, c'est clair. Mais il va falloir bien sûr réfléchir au sein des chefs d'État de la CEDEAO pour voir la suite à donner. Mais je pense qu'il ne faut pas céder à ça. Parce que si on cède à pression contre si pression. on cède à ça, Ouais. ben, finalement, je pense que la sera CEDEAO tous perdants. va On disparaître. voit que la CEDEAO, toujours sa réaction vient après l'énergie que certaines puissances donnent à leurs différentes réactions. Comme si la CEDEAO se comporte en position de réaction alignée à tout moment. Ah non, du tout. La CEDEAO est d'abord intervenue. La CEDEAO, vous voyez, avant même que les militaires là, ne fassent leur déclaration, de façon responsable, la CEDEAO dit qu'il y a une tentative de putsch. Ça, c'est avant. C'est un bis repetita. On a vu ça par Oui, le passé. mais ouais, non, mais ce que je le- veux dire, le- Il faut laisser c'est chacun- que la- il faut pouvoir laisser chacun aller au bout de ses idées. On réagit mieux après. C'est que cette déclaration, ou bien cette réaction de la CEDEAO ne suit pas celle de la communauté internationale que vous voulez citer. La CEDEAO, quand même, c'est une organisation responsable en la matière et qui fait cette déclaration, et je pense de façon autonome. Et puis, bien sûr, la défense des principes constitutionnels, mais, ça. bien sûr, peut aussi avoir l'aval d'autres acteurs internationaux. Pourquoi il faut s'en plaindre? Voilà. Vous pouvez réagir à présent. Enfin, moi, je trouve que tout ça manque de logique. Tout ça manque de logique quand on dit qu'on veut la paix. Comment ça se fait qu'on menace de guerre, en fait? D'accord. Et De toute moi-même, façon, pour les revenir- trois pays ne sont pas les premiers à menacer de guerre. Oui, non Parce que seulement, déjà, et si la pour CEDEAO pour dit, venir aussi, on oui. vous met la pression pour vous dire que si vous ne rétablissez pas donc l'ordre institutionnel, nous venons constitutionnel, pardon, donc nous venons par la force vous dégager. Oui, on espère qu'ils je ne veux vont dire- pas mettre ces menaces en pratique, non seulement ça, mais pour revenir à Herman qui reproche à la CEDEAO qui ne s'inscrit que dans des réactions. Moi, je me dis, à un moment donné, quand elle ne va pas réagir, on va se plaindre. Là, maintenant qu'elle réagit, on se plaint. Moi, je veux savoir, qu'est-ce qu'on veut en fait? Qu'est-ce que tu veux de la CEDEAO? On constate simplement que la CEDEAO n'a pas forcément souvent cette ambition-là de le faire, mais elle est guidée par, lorsque elle sent que c'est des puissances qui les aident. On a vu au niveau de l'Union africaine. L'Union africaine, par exemple, elle est financée par certaines puissances. Et les décisions sont teintées par le ton que donnent ces puissances-là. C'est la même chose au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO a été d'abord timide sur cette question. Revenue à Non, en efficace fait, habituelle. en Laissez-moi y attendez, répondre. En fait, l'image qui est dépeinte. Il voudrait terminer. On a vu au début la CEDEAO, son premier communiqué, c'était un communiqué qu'on savait tous. Oui, il faut rétablir l'ordre constitutionnel, il ne faut pas qu'est-ce que toucher la le président CEDEAO Mohamed aurait pu dire Bazoum. d'autre? Aujourd'hui, la CEDEAO, lorsqu'on a vu certains pays prendre le point à l'international, être ferme, on a vu la CEDEAO comme si elle suivait une copie, venir muscler. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on voit la réaction de ces pays-là. C'est inédit, n'est-ce pas? Le Burkina Faso, le Mali. C'est inédit, pourquoi? C'est inédit, pourquoi? Parce que la CEDEAO, cette fois-ci, semble comme si, j'avais soulevé le point ici, comme s'il y avait quelque chose qui était caché au Niger, dont les Nigériens même n'avaient pas Écoutez, connaissance. D'accord. Qu'il fallait aller chercher. Garde pas longtemps la parole. Rien On n'est va permettre à ok, Isabelle allez-y. quand même. Il dit que ce n'est pas la première fois, c'est inédit ce qui se passe en ce moment. Non, en fait, Niger. c'est normal qu'on puisse avoir cette image-là de la CEDEAO parce qu'elle a longtemps en fait été dans ce qu'on appellerait la négociation et aussi le langage diplomatique pour pouvoir résorber en fait toutes les problématiques au niveau des différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais au-delà de ça, quand par exemple on voit que la France ou encore l'Allemagne demandent à ses ressortissants de partir, à ce moment-là on peut se demander ce qui se passe au sein du pays, parce que généralement, ce sont des prémices en fait, qui sont annonciateurs de guerre ou de représailles. Il y a des bruits de bottes. Je te donne un élément Donc- indicateur. donc- Il y a plus de 2000 Français au Niger
À l'appel, à l'aéroport, il n'y a eu qu'une centaine qui étaient prêtes à partir. Oui, mais dans un contexte où les frontières internationales sont fermées, il y a aussi peut-être dans la stratégie évacuer, s'assurer que ceux qui sortent seront systématiquement évacués, que de les entasser à l'aéroport. Mais en même temps, ce n'est pas un bon signe pour le Niger que ces évacuations-là. Moi, je pense qu'il ne faut pas toujours en vouloir à la CEDEAO. Voilà. Je pense que la CEDEAO est dans son rôle. D'accord. Et elle fait ce qu'elle peut faire aussi. Elle fait ce qu'elle Elle peut fait faire. ce qu'elle peut faire Face à cette selon, situation, moi, je vous envoie selon une ses question tout de moyens. suite Parce que- pour que tu puisses développer, mais normalement, là, c'est pression contre pression. Face à cela, quelle pourrait être la réaction de la CEDEAO? C'est clair que ça complique la situation pour la CEDEAO parce que on a là des États constitués, bien sûr, qui ont une armée voilà, avec une dynamique interne. Ils sont Et membres donc- de la CEDEAO aussi. Oui, bien sûr. Oui, mais bon, enfin, Et qui sont- menace d'en sortir. qui mais ne bon, veut je pas me demande, participer comment- à l'action contre le Niger. La CEDEAO va avoir peut-être un problème de monter en force, mais on a le Nigeria qui est une grande force régionale et qui a montré, Qui est par en exemple, proie au aussi- Libéria, oui, qui est en proie d'accord, aussi mais au qui a Boko montré au Haram Libéria sud-là. et en Sierra Leone sa capacité de réaction. Donc on verra. On verra. Après, je pense que ces trois-là, moi je pense que c'est juste pour peut-être Du bluff? c'est du bluff. Je pense que c'est du bluff. Non, moi, Parce que si la CEDEAO engage réellement cette intervention, moi je pense que, et je la souhaite, je la souhaite, pas contre les. Enfin, et c'est justement là que je fais la mise au point. Ce n'est pas contre, on va dire, la population du Niger, c'est contre la junte qui est au palais. Pendant Qui que les tient populations le président- soutiennent par des manifestations D'accord. le putsch qui est... Vous avez vu. Ah non, je viens. Non, Vous- la attention, population attention. peut Dans être un Il y a un manipulée. élément de... Non, La dans un- population est divisée. Il y a une partie de la population qui est manipulée Oui. par la junte actuelle et il y a une autre Exactement. partie de la population qui ne veut juste pas en fait se soumettre à ce qui est en train de se passer dans Élément le de pays. langage. Non, mais élément de langage de quoi Je s'il te viens. plaît Et pour enchaîner ce Oui. qu'elle dit, les premières heures, mais il y a une population qui est sortie d'Aniamie, qui a été justement, on va dire, qui a été chassée par la junte. Maintenant qu'il y a une autre, bien sûr, c'est les Nigériens qui sortent, mais comme ceux-là, ils sont favorables, bien sûr, on leur ouvre la voie pour dire que non, on a soutenu. Non, c'est pas juste. Tawa, C'est vous pas êtes Moi, juste. je pense que la Tawa, CEDEAO Parlez doit tous ensemble. rester ferme. Herman, est-ce que tu penses que c'est du bluff, comme il a dit? Moi, je ne pense pas que c'est du bluff. Tout à l'heure, eux-mêmes, ils ont répondu à la question sur quoi compte, quand j'ai développé, sur quoi comptent ces trois pays. Ces trois pays, aujourd'hui, ce n'est pas dans le contexte de 1998, ce qu'on a vu quand les Comores devaient intervenir en Sierra Leone. Aujourd'hui, on est dans un contexte nouveau où, avec l'aide vérifiée ou pas d'une puissance militaire, d'un pays militairement fort, il y a eu un coup d'État au Burkina Faso. Il y a eu le Mali. On a eu Guinée. Aujourd'hui, on est au Niger. Et ce sont ces mêmes pays-là qui ont aujourd'hui, semble-t-il, un partenaire important qui forme le point. Vos avis sont importants. Cette question reste d'actualité. On espère que ce sera un dénouement heureux quand même, tout ce qui se passe au Niger en ce moment. Pour les pauvres populations qui n'ont rien à voir dans cette histoire, dans ces histoires politiques, on espère que tout va bien se passer. Restez avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. On est de retour sur ce plateau du Talk avec de belles discussions qui se préparent. Merci de rester avec nous. On va inverser les choses cette fois et commencer tout de suite cette deuxième partie par le mood d'Herman. Le sujet abordé par le mood d'Herman, Ces addictions qui ruinent notre jeunesse. ces addictions qui ruinent notre jeunesse. Bon sujet, on y va. L'image a fait le tour de la toile. Elle a montré un jeune homme présentant fièrement un dispositif enrouleur de la bœuf, les herbes d'une des nombreuses espèces ou familles du cannabis. À lire les commentaires de certains autres jeunes qui écrivent « on veut avoir aussi », il y a de quoi s'inquiéter. De plus en plus, en fait, l'on voit dans nos quartiers des jeunes, souvent même des adolescents, dans des maisons inachevées ou sous des arbres donnant un peu d'ombre, fumer au calme leur acquis, ban, aux découches, coca et pao. La drogue a plusieurs noms de code chez ces jeunes. Souvent, dans leurs uniformes d'école, les paupières enflées,
Ils ont ainsi goûté à ces stupéfiants et ils y sont à présent accros. Y a-t-il d'autres endroits? Oui, un autre endroit de prédilection de cette jeunesse en perte de repères, en proie donc à tout cela, c'est bien les nombreux commerces de boissons frelatées appelés bélodromes qu'on trouve désormais à tous les carrefours et encarts dans nos quartiers. Ces endroits, à l'origine prisés par les Manawa, les aides-maçons, venus se débrouiller sur des chantiers de construction, reçoivent désormais nos ados. Dans ces lieux de fortune, ils y consomment des strikers, café rhum, le vieux, jaune amel, liqueur à appellation non contrôlée et souvent même des antitussifs, des médicaments qu'ils utilisent. Ils ajoutent parfois des comprimés codéinés, Kadhafi, Vovo et Rivo et bien d'autres substances et qui les mettent dans des vibes inimaginables. D'accord. Que dire de l'addiction aux jeux et paris sportifs? En effet, que dire de cette addiction aux nombreux paris par le digital qui finissent avec l'argent de poche que les parents donnent à leurs enfants, paris sportifs et paris sur des compétitions de jeux vidéo, nos enfants se trouvent en proie, donc piégés à mettre en jeu souvent leurs effets personnels pour trouver de quoi miser. Et quand il n'y arrive plus, les petits volent par-ci et par-là dans la maison comme un échauffement avant d'intégrer des gangs pour agresser dehors. Wow. Faut-il donc s'inquiéter? Oui, il y a de quoi s'inquiéter. Le plus inquiétant dans tout cela, c'est lorsqu'il n'y a pas de frontière entre ces addictions. Si votre enfant goûte à la drogue, il sera tenté par les cocktails et donc il sera à coup sûr un habitué des paris. Donc, j'ai dit aux parents, prenez garde. Parents, prenez garde. Prenons tous garde, parce que parents ou pas, nous sommes dans un système, dans un environnement où ces jeunes-là sont... on les rencontre souvent dans nos quartiers, dans des lieux qu'ils fréquentent régulièrement. Ouais. Nos enfants sont dans nos quartiers aussi. Il faut faire attention, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce qu'on fait un petit commentaire sur Oui, le mood? En fait, son mood est tellement d'actualité, le sujet est tellement pertinent que, parce qu'en plus, on est en période de vacances, donc en fait, les enfants, en fait, ça donne, les plus jeunes, ça donne en fait à ce type de consommation illicite, que ce soit à travers la drogue, l'alcool, etc. Et moi, je pense qu'il faut davantage les sensibiliser. C'est le rôle même des médias que nous sommes, en fait, de leur dire de ne pas le faire, parce que après ça, il y a aussi des groupes sur les réseaux sociaux, ils se retrouvent pour parler en tout cas de toutes ces boissons frelatées là qu'ils peuvent éventuellement tester. Donc moi je me dis, faudrait quand même que l'État puisse regarder à ce niveau-là aussi. Très bien. Je m'apprête à te poser la question de savoir, faut-il juste parler? Faut-il juste leur dire qu'il ne faut pas le faire? Non, mais je pense aussi qu'à travers le ministère de la Jeunesse, il y a une direction de la protection de la jeunesse qui fait, à chaque année en tout cas, des campagnes de sensibilisation à l'endroit des jeunes, pour les sensibiliser à l'effet de ne pas consommer tout ça, pour leur montrer en fait les risques qu'ils encourent à le faire. Newton, quel est ton avis? Peut-être faut dire aux jeunes, parfois la curiosité, on peut les conduire à un stade très souvent qui ne peut plus maîtriser. Parce que bon, ils veulent voir qu'est-ce que ça fait. Alors quand ils goûtent une fois, finalement, ça peut, de là peut partir une addiction. Il faut parfois écouter les adultes, c'est pas bon, il ne faut pas y goûter parce que quand on y goûte, peut-être trois. Mais souvent, c'est souvent que quand on te dit ne goûte pas, c'est là où tu vas aller goûter en fait. Oui, parce que la curiosité étant un vilain défaut. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà leur dire c'est pas bon. Oui, Il y en a qui écoutent. Et puis la population ivoirienne est majoritairement jeune. Oui. Donc c'est tous ces jeunes-là qui sont touchés par ce mal. Et parfois ça a des conséquences très très graves. Donc c'est très bien le mood d'Herman, n'y touchez pas. Moi, je pense qu'on est habitué aux effets de la drogue et de l'alcool, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est parmi les trois addictions, les paris sportifs, les paris sur les compétitions de jeux vidéo. Et ça, au moins, les parents peuvent contrôler. Ce sont eux qui payent tous ces jeux-là pour donner à leurs enfants. Ils ont des smartphones. Aujourd'hui, ils ont des applications là-dessus qui leur permettent d'être addicts à ces choses-là. Il faut faire attention. Merci.
Merci Herman Abois. Nous avons respecté le timing de la petite voix à l'oreille. Coucou là-bas. Poursuivons cette émission et justement l'État trouve des solutions. Par exemple en créant de l'emploi, des stages d'immersion en entreprise pour se préoccuper donc des vacances de ces jeunes-là, pour trouver l'occasion de leur faire tourner le dos à ces addictions. Justement, pour l'occasion, on a notre invité du jour avec qui nous allons débattre sur la question. Notre invité du jour. Et notre invité du jour s'installe sur ce plateau avec nous, c'est bien Monsieur Cabran Ané, directeur des opérations Agence Emploi Jeunes. Nous parlerons avec vous des stages d'immersion donc, dans le monde du travail offerts à 10 000 élèves et étudiants. Monsieur Cabran, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Merci. Je ne serai pas le seul à vous poser, à vous assaillir de questions. Vous remarquez que nous sommes 5, mais pas contre vous, avec vous, parce que l'État a de bonnes idées, l'Agence Emploi Jeunes a de bonnes idées pour aider notre jeunesse. Vous allez juste nous aider à comprendre cette initiative, Monsieur Cabran, et justement, quel est le premier objectif derrière cette action? Ok, merci bien. Alors, comme j'ai de la chance ce soir, je pense que le sujet que vous venez de traiter introduit bien celui que je vais aborder tout à l'heure. Donc, déjà, nous sommes en période de vacances et vous savez bien que l'oisiveté, en période de vacances notamment, est source de beaucoup de problèmes, peut-être source en tout cas de beaucoup de problèmes. Alors donc, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique a décidé donc de mettre en place un programme d'immersion, de mise en immersion donc des élèves et étudiants pendant les vacances scolaires au sein d'entreprises et d'administrations du pays. Alors, à travers toute la Côte d'Ivoire, donc pendant les vacances scolaires. Alors, donc, voici comment donc est née l'idée de mettre en place le programme d'immersion des jeunes pendant les vacances scolaires. Les occuper, leur donner la possibilité d'apprendre pendant leur période de vacances scolaires et puis, pourquoi pas, leur donner aussi la possibilité de comprendre déjà qu'est-ce que c'est que l'administration, comment fonctionnent nos administrations, qu'est-ce qui est fait comme activité dans nos entreprises et pourquoi pas leur donner déjà une idée de ce qu'ils pourraient eux-mêmes embrasser comme carrière dans l'avenir. Donc voici l'idée qui est derrière ce programme d'immersion. D'accord. Les amis, l'invité est à vous. Moi, j'ai une question tout de suite. C'est un programme, selon les notes du ministère, qui est étendu de 2023 à 2025. Concrètement, quelle est la durée de ce programme? C'est-à-dire que lorsqu'un enfant a été mis dans ce programme, c'est quoi, combien de temps il a à faire? Et puis, exactement, cette année, ça concerne combien de personnes pour cette année? Est-ce sont les 10 000 pour les 3 années ou bien les 10 000 pour seulement cette année? Non, déjà, il faut préciser, hein, le programme jeunesse du gouvernement s'étale sur 3 années, 2023-2025. Dans le cadre de ce programme jeunesse du gouvernement, il fallait faire des propositions innovantes pour, si vous voulez, à l'attention, disons, de notre jeunesse. C'est dans ce sens-là que le programme d'immersion a été mis en place. Mais le programme d'immersion lui-même, c'est un programme qui ne va pas s'arrêter en 2025. Il va aller au-delà de 2025. Je dis aujourd'hui, c'est un nouveau programme que nous mettons en place au niveau du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Alors, cette année, c'est 10 000 jeunes que nous visons, au moins 10 000 jeunes. Alors, au vu des inscriptions déjà que nous constatons sur notre plateforme technologique au niveau de l'Agence Emploi Jeunes, de l'engouement qu'on constate sur ce programme, on pourrait penser que c'est un programme qui connaîtra un certain succès. Au vu aussi de l'adhésion des administrations, des entreprises qui nous contactent depuis la semaine dernière pour nous faire des propositions de mise en immersion donc des jeunes, on pense qu'on pourrait aller certainement au-delà. Mais l'objectif premier, c'est donc 10 000 jeunes à mettre en immersion au cours donc, de ce mois d'août. On commencera cette semaine et on ira jusqu'au 15 septembre donc, pour permettre à ceux donc, qui doivent rejoindre leurs écoles, donc reprendre les cours, de pouvoir le faire. Donc c'est à partir de ce mois d'août jusqu'au 15 septembre. Vous avez dit que ce programme, il est nouveau, mais j'ai envie de vous dire en fait que les programmes de mise en stage des jeunes existent depuis des années. Alors moi, j'ai envie de me poser la question, enfin de vous poser la question de savoir, est-ce que ce n'est pas juste un intitulé qui change pour que ce soit plus attrayant ou voilà. Bon,
Non, effectivement, les programmes de stage existent depuis longtemps déjà. Merci donc de me donner l'occasion d'expliquer un peu ce qu'on fait comme autre activité. Il y a les stages de qualification, qui sont les stages destinés donc aux jeunes donc diplômés qui sont à la recherche d'une première expérience professionnelle. Donc ces stages-là donc durent 6 mois et sont renouvelables une fois, donc peuvent aller jusqu'à 1 an. Il y a les stages de validation de diplôme qui sont destinés donc aux jeunes qui sont admissibles à certains diplômes de l'enseignement supérieur, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle aussi, qui donc nécessitent, après l'admissibilité, un stage en entreprise de 3 mois, 45 jours pour certains, pour leur permettre donc de pouvoir valider donc leur admissibilité et être pleinement diplômés. Donc ça, c'est des stages qu'on a l'habitude de faire depuis plusieurs années. Et voilà. Mais l'immersion, c'est autre chose. L'immersion, c'est juste 1 mois. Qu'est-ce qui est nouveau? Ce qui change, c'est que l'immersion, les mises en immersion, les stages d'immersion, c'est juste 1 mois, ça c'est un. De deux, le jeune ne va pas pour acquérir une expérience ou une qualification particulière, il ne va pas pour une soutenance future, il va juste pour déjà découvrir. Il va découvrir, il va s'occuper, il va apprendre. Qu'est-ce que c'est que... Il ne va pas apprendre vraiment de façon technique un métier ou quelque chose comme ça. C'est pour susciter des vocations, c'est pour susciter des vocations, c'est pour aiguiser leurs ambitions, c'est pour donner aujourd'hui l'opportunité aux jeunes de comprendre c'est quoi le fonctionnement d'une entreprise, c'est quoi le fonctionnement d'une administration. Ce sont des programmes qui ne sont pas nouveaux en vérité. Il y a certains établissements, surtout de l'enseignement, le système d'enseignement français, qui font déjà les immersions. Nous-mêmes, au niveau du ministère, on a reçu déjà certains. Et puis, il y a d'autres structures aussi qui, eux-mêmes, de façon spontanée, appellent à des immersions pendant les congés, pendant les vacances scolaires, pour des jeunes qui, soit des étudiants, soit des élèves. Donc, ce n'est pas nouveau. Isla, on a dit que c'est différent d'un stage quelconque, c'est une immersion. Moi, j'ai envie de savoir, ce sont des jeunes qui sont encore en apprentissage, qui seront insérés dans le monde professionnel pour apprendre, pour se familiariser, pour découvrir. Comment est-ce que ces jeunes-là seront dispatchés dans les différents services quand on sait qu'il y a plusieurs secteurs? C'est ça. Voilà. Bon, déjà, aujourd'hui, nous avons lancé l'appel donc à inscription sur notre site et sur toutes nos pages, sur tout notre réseau. Alors, donc, les jeunes s'inscrivent avec un certain nombre d'informations qu'on leur demande, donc la localisation de ces jeunes-là. Et puis, nous aussi, on mobilise des opportunités d'insertion auprès de structures, donc de structures publiques, privées, de l'administration. Et donc, on fait ce matching-là en fonction. Si aujourd'hui, par exemple, on a 2 inscrits qui sont dans la localité de Cocody, donc on sait que Live TV, par exemple, nous offre des places pour les mises en immersion des jeunes. Donc ces 2-là sont placés au niveau de Live TV. C'est la proximité aidant, ça sera facile pour les jeunes de... D'accord. Voilà. J'ai envie de savoir, lorsqu'on prend, on dit 10 000, c'est prévu 45 000 comme prime d'accompagnement Oui. pour ces jeunes-là. Ça fait, lorsqu'on prend la calculette, ça fait 451 millions de francs C'est CFA. ça. C'est vrai, souvent, on a un montant qui est alloué, 451 millions de francs CFA pour faire le job, mais le projet, il est souvent 2 fois. Quel est le montant exact alloué à ce programme pour les 10 000 jeunes? Donc l'objectif, déjà, comme je l'ai dit, c'est 10 000 jeunes. Vous avez fait le calcul tout à l'heure, le calcul exact, c'est 450 millions. De francs Mais CFA. avec la possibilité, si on va au-delà donc des 10 000, avec la possibilité donc, de faire une rallonge budgétaire. Donc, je complète avec la deuxième question. Aujourd'hui, le président, c'est l'année de la jeunesse. Oui. Le président de la République a annoncé 1 milliard par jour pour chaque jeune. On est aujourd'hui le 1er août, n'est-ce pas? On a déjà fait... Pas pour chaque jeune, hein? Pas pour chaque jeune. Non, Hein? pas pour chaque Non, jeune, pour la tous les- jeunesse, pour la jeunesse. c'est de ça que je parle. J'ai entendu pour chaque Non, jeune. pour la il y a Non, jeunesse. c'est par pour la jour, jeunesse. pour la- Et par pour la jour. jeunesse. Donc, on est aujourd'hui au 1er août. On a le programme qui fait 1 mois, 451 millions de francs CFA. Donc, l'immersion, la prise en charge des jeunes, c'est important. Qu'est-ce que le milliard par jour, là, aujourd'hui, si on doit faire un bilan, comme vous êtes venu au nom du ministère, que c'est le ministère qui gère la question de la jeunesse, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce que le président a prévu pour chaque jeune, pour la jeunesse? Bon, je ne vois pas totalement le lien entre le milliard prévu et 450 millions, mais bon, je dis Les déjà... 450 millions sont ôtés du milliard, c'est- peut-être. Bien sûr, bien Donc, sûr. il y a un lien. Les 450 millions font partie des 361 milliards Très bien. prévus pour la mise en œuvre du programme jeunesse du gouvernement. Alors donc, bon, la question d'1 milliard par jour, je dis, il y a eu tellement de débats là-dessus, D'interprétations d'interprétations et là-dessus. autres. Bon, c'est... Qu'en est-il exactement
Oui, c'est Pour nous aider à l'ensemble des comprendre. projets que nous mettons en œuvre, nous, au niveau du ministère de la Promotion de la Jeunesse et tous les autres ministères sectoriels, des 21 ministères sectoriels qui interviennent dans le cadre de la mise en œuvre du programme jeunesse du gouvernement. C'est la mise en œuvre des différents programmes. Les Agora que vous voyez qu'on inaugure de plus en plus, les mises en stage de qualification, les mises en stage de validation, les formations par apprentissage. Dernièrement, on a lancé 5000 jeunes, l'inscription de 5000 jeunes pour la formation dans les métiers du sport. Il y a la construction d'infrastructures pour le bénéfice de la jeunesse. C'est tout ceci qui fait donc les 361 milliards. Très bien. Et donc, c'est de façon caricaturale, on dit 1 milliard par jour parce qu'on a 360 jours environ. En fait. Très bien. Mais Très bien. vous avez énuméré pas mal de chantiers qui sont en train d'être faits au niveau du ministère de la Jeunesse, mais est-ce que ça suscite un réel engouement en fait, au niveau des jeunes? Est-ce que vous avez par exemple des chiffres à nous donner sur un programme spécifique où vous avez par exemple 5000 places et vous avez reçu 10 000 candidatures par exemple? Bon, vous donnez Oui, le un bon engouement. exemple. Le bon exemple déjà, c'est sur les métiers du sport. Donc, on a lancé la formation. La formation, je pense que les inscriptions sont déjà bouclées. Et on a eu plus de 12 000, je pense, plus de 12 000 combien de soumissions places, pour 5 000 places. Bon, déjà, sur l'immersion. L'immersion, nous avons lancé les inscriptions le jeudi matin. Le jeudi matin, tout à l'heure, avant de venir, je crois qu'on était à 6 999. D'accord. Pourtant, vous attendez 10 000 pour le moment. Nous attendons 10 000. Bah, il faut Alors, communiquer donc, en beaucoup 3 là-dessus jours- pour qu'il En s'active. 3 jours, on a déjà 7 000 environ inscrits. D'accord. Alors, donc, c'est vous dire qu'il y a quand même de l'engouement. Au-delà de ça, Absolument. au-delà des inscriptions et autres, c'est l'année de la jeunesse. Les jeunes sont sensibilisés, sont mobilisés. Il y a beaucoup d'actions de communication que nous menons pour pouvoir déjà les avertir donc, de tout ce qu'il y a comme initiative en leur faveur. Et nous rencontrons l'adhésion. Nous rencontrons l'adhésion de ces jeunes-là et nous voyons sur le terrain qu'il y a un réel engouement autour de tout ce qu'il y a comme programme mis en œuvre dans le cadre de cette année de la jeunesse. Donc c'est un réel succès aujourd'hui, déjà en termes en tout cas d'adhésion donc de cette cible-là pour les programmes que nous mettons en œuvre. Au niveau du pécule des 45 000 francs qui sera donc donné à ces jeunes, je sais qu'il y a quelques années, il y avait eu des jeunes qui s'étaient plaints de ne pas avoir reçu leur pécule. Est-ce que cette année, ça serait effectif pour ce programme de stage? Ça serait effectif. Non, c'est des questions que nous avons corrigées depuis un certain temps. C'est des choses qu'on entend de moins en moins, hein, parce qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été prises pour alléger donc la prise en charge financière donc, sur nos programmes. Et donc, à ce jour, je pense qu'on connaît de moins en moins ces difficultés-là. Et sur les mises en stage d'immersion, c'est une question justement qui nous préoccupe. Donc, on prend toutes les dispositions pour que les retards de paiement ne se passent pas. D'autant plus qu'il y a un volet social hein, dans cette mise en immersion des jeunes. Les occuper, mais leur permettre aussi d'avoir ce petit pécule-là pour certains, pour pouvoir s'aider et aider les parents aussi à préparer la rentrée scolaire. Donc, les dispositions Surtout que vous avez pensé à ce qu'ils soient juste, ils ne soient pas loin de leur lieu de en travail plus, ou on essaie de faire en sorte que... Il faut éviter voilà, le ils soient transport pas et tout loin. ça. Donc, C'est cela, c'est cela. ou bien on va les transporter à un Non, on va moment. pas les Non, transporter, pas du tout, hein, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Quelle est la garantie aujourd'hui qu'il n'y aura pas de comptes fictifs, puisque c'est géré au niveau informatique, comme on a pu l'observer dans d'autres programmes? Bon, déjà, dans d'autres programmes, chez nous, je n'ai Donc, je pas prends par souvenir. exemple l'aspect, le volet qui concerne le secteur informel dans la gestion des fonds Covid. Oui, oui. Voilà, donc pourquoi, quelle est la garantie qu'on n'aura pas de comptes fictifs cette fois-ci dans ce nouveau programme? Non, au niveau de l'Agence emploi jeune, nous avons tout un système donc, de maîtrise des risques. Hein. C'est-à-dire que le programme il est conçu. Et en plus, il y a tout un système de contrôle avant donc, et après. Alors, donc, pour qu'il y ait fraude de comptes fictifs et tout cela, c'est, je ne vais pas dire quasi nul, hein, mais c'est difficile. On va arrêter de chercher les poux là où il n'y en a pas. Voilà, en plus. On va revenir à notre sujet. La question que je pose, c'est la sélection des différentes filières, des différents secteurs d'activité. Quels sont ceux que vous avez visés? On n'a pas visé des secteurs d'activité bien précis. D'accord. Nous sommes allés déjà vers toute l'administration publique. Nous avons donc en relation avec la Direction générale de la fonction publique, en relation avec la Direction générale aussi du portefeuille de l'État, qui est un peu la fêtière donc, de toutes les entreprises publiques, donc les entreprises à participation financière publique. Nous avons sollicité donc leur engagement à nos côtés sur ce programme d'immersion. Donc, ils nous font des propositions en termes de place d'immersion. Donc, c'est dans tous les secteurs.
tous les secteurs au niveau de l'administration publique, tous les secteurs au niveau des entreprises publiques et même des entreprises privées aussi, qui de plus en plus nous accompagnent sur ce programme-là. On n'a pas visé de secteur bien précis. Ok, on a aussi l'engouement de la jeunesse, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que cet engouement-là s'enregistre aussi bien dans la capitale, donc Abidjan, et dans l'intérieur du pays? Est-ce que tout le monde vraiment est impliqué? Dans toutes les localités, j'ai moi-même pris le soin de regarder tout à l'heure. J'ai vu que, bon, effectivement, il y a une plus forte adhésion au niveau des grandes villes, Abidjan notamment. Mais j'ai vu, il y a Korogo, il y a certaines villes vraiment très reculées qui aussi connaissent des inscriptions de la part de certains jeunes. D'autant plus que les inscriptions sont ouvertes dans tout le réseau de l'Agence Emploi Jeunes. Donc, nos 23 agences disséminées à travers le territoire national, nos 201 guichets emploi aussi dans toutes les communes de Côte d'Ivoire reçoivent donc les inscriptions des jeunes sur le programme d'immersion. Donc l'administration publique dans ces localités-là se prépare à accueillir ces jeunes. C'est cela, se prépare à recevoir les jeunes en immersion. Donc tous les ministères nous font des propositions au niveau de leur direction départementale, leur direction régionale, au niveau de leur structure décentralisée aussi, pour accueillir donc ces jeunes-là en immersion. Vous avez dit Sur, que sur laquelle de ces jeunes, j'ai peut-être un petit témoignage, parce que je suis allé en mai dernier à Ferké. Ben, j'ai rencontré, j'ai visité l'agence Emploi Jeunes, mais franchement, il y a de l'engouement. Je vois des jeunes, ils ont fait, c'est quasiment chaque 5 minutes, tu vois 2-3 jeunes qui... Et puis, le système d'accueil aussi que j'ai bien aimé, les agents de là-bas, franchement, ils sont top, quoi. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Isabelle, une autre question, sinon on va poursuivre encore un peu. Isabelle a une question, non? Elle a une question? Tu voulais parler? J'aime bien entendre parler, Isabelle. Non, mais Herman, non, ça ira pour moi. Je pense que j'ai toutes les informations. D'accord. Alors, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On les a suivis, on leur a permis de faire immersion donc, dans le secteur actif. On va les regarder continuer à l'école, acquérir leur diplôme. Viendra le moment de travailler pour de vrai. C'est ça. Qu'est-ce qui est prévu? L'agence Emploi Jeunes sera encore là pour les accompagner, donc pour faire l'intermédiation entre ces jeunes diplômés, donc dans un avenir très proche, et puis les entreprises qui ont des propositions donc d'emploi à offrir à ces jeunes. C'est le rôle de l'agence Emploi Jeunes. L'intermédiation donc entre l'offre et la demande. Très bien. D'accord. Est-ce que ces jeunes-là pourront mentionner ce stage d'immersion dans leur CV? Bien entendu. Après, bien entendu. pour prétendre. Ouais, quand même. Comment l'immersion va se faire? D'expérience, quand même. Alors, l'immersion, déjà, c'est... Bon, le jeune est reçu. Lui a affecté un tuteur, donc. Un tuteur qui lui permet donc de tourner un peu, de comprendre déjà la structure où il fera son immersion, toutes les activités de la structure. Et il y a tout un guide d'immersion que nous avons préparé, que nous allons mettre à disposition donc, des entreprises qui accueillent ces jeunes-là, pour leur montrer déjà le circuit qu'on entend faire à ces jeunes, pour ne pas qu'ils aillent juste s'asseoir ou bien pour végéter. C'est pour qu'ils sortent au moins de cette expérience avec quelque chose qu'ils ont retenu. À Live TV, voici ce qu'ils font. Effectivement, c'est impressionnant. Je vois des machines et autres. Ce n'est pas que le plateau. Vous êtes en train de nous faire un appel du pied, peut-être? Bien sûr. Alors, nous vous sollicitons, par la même occasion, nous sollicitons pour donc, des mises en immersion. Donc, c'est à la fin, susciter quelque chose chez les jeunes pour dire « Ah, j'ai vu ça. Effectivement, je trouve ça intéressant. Ça me plairait bien dans le futur de faire donc réalisateur, de faire donc monteur. » Merci beaucoup. Oui, j'avais juste une dernière question. Une dernière, rapidement. Vous avez dit tout à l'heure en fait, que le programme de stage s'étend sur un mois. À quel moment les jeunes vont commencer alors? Déjà dès cette semaine. Dès cette semaine, les premières mises en immersion commencent cette semaine. Merci, M. Cabran. Merci, M. Cabran. Merci à tous. On a fait le tour de la question quand même. On est éclairé. Et on espère que tous les jeunes qui nous regardent et nous suivent sont éclairés. M. Cabran, je rappelle, directeur des opérations à l'agence Emploi Jeunes. Il était sur notre plateau donc, pour discuter de la question de ces stages d'immersion offerts à 10 000 jeunes étudiants ou élèves. Et ça, c'est génial. Merci. On espère que vous allez en profiter. Je voudrais vous remercier de nous avoir regardé une fois de plus. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro du Talk. Restez sur Live TV à la télé sans filtre. Shalom.